This will be a resource for you. And if you're part of a marginalized community and you need specialized tools, well, there'll be specific help for you as well. If we can provide mental health support online, there's no reason we can't leverage technology in other areas of healthcare too. This $240 million investment will also include funding for virtual care for times when you don't need to see a doctor in person. Just take video conferencing. By helping doctors run appointments online, you can stay safe at home while getting care, and our hospitals can stay focused on those who need it most. If we can use apps to order dinner and video chats to stay in touch with family, we can use new technology to keep each other healthy. Aujourd'hui, on annonce un investissement de 240 millions de dollars dans les soins de santé en ligne. Cet investissement permettra d'élargir l'accès aux services et d'offrir plus de ressources aux Canadiens. Ces fonds serviront notamment à créer une plateforme en ligne qui offrira une multitude de services en santé mentale. C'est de l'argent qui va aussi nous permettre d'offrir une plus grande gamme de soins virtuels pour ces moments où ce n'est pas nécessaire de voir un médecin en personne. En offrant des soins en ligne, on peut rejoindre plus de gens et réduire la pression sur notre système de santé. Et puisqu'on pratique tous la distanciation physique ces jours-ci, c'est justement le moment d'investir dans ces solutions. To beat COVID-19, we have to think outside the box. When Canadian researchers have a solid lead, we need to make sure they can follow it up. That's exactly what we've been doing over the last 2 months, and we're starting to see real results. Today, I can announce that we're investing over $175 million to support the Canadian company AbCellera for their very promising COVID-19 research. They've identified antibodies that could be used in drugs to treat this virus. This new funding will help them continue their vital work and will support human trials beginning as early as July. But until we have effective treatments, or better yet, a vaccine, we still need a reliable supply of everything from masks to ventilators. So later today, Minister Anand will announce the details of a new COVID-19 Supply Council. This council will be tasked with finding innovative solutions to ensure our country continues to have the vital supplies necessary to keep Canadians safe. On va investir plus de 175 millions de dollars pour appuyer les travaux de recherche très prometteurs de l'entreprise canadienne AbCellera. L'entreprise tente actuellement d'identifier des anticorps qui pourraient être utilisés dans la fabrication de médicaments pour traiter le virus. Nos investissements vont permettre à l'entreprise de poursuivre ses recherches et en même temps va appuyer des essais cliniques dès le mois de juillet. Plus tard aujourd'hui, la ministre Anand donnera plus de détails sur le nouveau Conseil pour l'approvisionnement lié à la COVID-19. Le Conseil aura pour mandat de trouver des solutions innovatrices pour faire en sorte qu'on dispose toujours du matériel dont on a besoin, comme des masques et du désinfectant pour les mains. I want to end today, as I do most Sundays, talking to families, to parents. I know this is a tough time right now to be raising kids. Right now, you should be able to focus on keeping your family safe, not about worrying about the bills. So this May, you'll get more help through the Canada Child Benefit. When you receive this month's payment, you'll see an extra $300 per child. For families with 2 kids, that means an extra $600. For 3 kids, an extra $900, and so on. This is money for whatever you need, whether it's online tutoring or groceries. And to all the kids out there, I know things are hard for you too. I know you miss your friends, and it's not always easy to do your schoolwork online. But this isn't going to last forever. So keep planning fun things to do with your friends once this is over. Keep up on your homework, and remember, we're going to get through this together. So thanks for all your help around the house, with your parents, and on sticking together through this difficult time. Si vous êtes un parent, on met plus d'argent dans vos poches ce mois-ci. Vous allez voir quand votre paiement pour l'allocation canadienne pour enfants va rentrer dans quelques semaines, vous allez recevoir
300 $ de plus par enfant. C'est un 600 $ de plus pour 2 enfants, 900 $ de plus pour 3 enfants et ainsi de suite pour subvenir à vos besoins, que ce soit pour le tutorat en ligne ou l'épicerie. C'est dur ces jours-ci pour les familles. Donc, on donne aux parents un coup de pouce pour leur faciliter la tâche. Mais je sais que c'est dur pour les enfants aussi. Vous vous ennuyez de vos amis. Vous avez le goût d'être dehors et d'aller au parc. Je sais que vous avez hâte que tout ça soit fini. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a parcouru beaucoup de chemin au cours des dernières semaines, mais on doit continuer. Je sais que ça peut être tough, mais c'est vraiment important que vous contribuiez autour de la maison, que vous aidez vos parents, que vous restiez positif, parce qu'on va passer à travers. Si tout le monde continue de faire sa part, on va y arriver. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Bonjour, M. Trudeau. J'aimerais d'abord une précision sur les 240 millions de dollars. Étant donné que c'est des soins de santé, est-ce que c'est de l'argent que vous transférez aux provinces? Et puis ma question de départ, c'est, on a entendu Mike Pompeo ce matin parler de preuves immenses que le virus vient d'un laboratoire de la ville de Wuhan. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez vu ces preuves dont le secrétaire d'État américain a parlé ce matin? C'est de l'argent pour la santé mentale, pour les services de santé en ligne qui sont offerts à différents niveaux. Et oui, il va y avoir de l'argent pour les provinces là-dedans. Par rapport à comment et où ce virus a commencé, je sais que c'est intéressant de savoir, mais nous, notre préoccupation, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et comment on va aider les gens maintenant. Les questions vont continuer de se poser, on va continuer de chercher des réponses, mais vraiment, notre priorité pour les semaines à venir doit être sur tout ce qu'on peut faire pour protéger les Canadiens actuellement. Donc, est-ce que je dois comprendre que vous n'avez pas vu ces preuves dont les Américains parlent? Il y a plusieurs théories, plusieurs préoccupations, plusieurs hypothèses de comment ça aurait pu se passer, mais pendant que ça se passe, ma priorité, c'est comment on gère la situation. Après, ce sera le temps de poser plus de questions et de vraiment aller au bout de comment ça s'est passé. While this is happening, our focus needs to be on what is happening and how we help it. There will be much time in the coming weeks and months for reflecting on how it happened and how we can prevent it in the future. But for now, my focus is on how we make sure Canadians get all the help they can right now. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Lee Berthiaume, The Canadian Press. Line open. Yes, thank you, Prime Minister. I just wanted you, if we could speak to a different topic for a second. Premier Doug Ford yesterday took aim at your measures around the assault rifle ban, suggesting that the money for buybacks would be better spent on border security and cracking down on smuggling. Could you respond to his comments, please? We know that there is more to do on strengthening gun control in this country, which is why we're going to be moving forward when Parliament allows it with stronger measures around borders, stronger measures around safe storage, measures around handguns to permit municipalities to ban handguns within their city limits. We know there is more to do, but we also know there is no place in Canada for guns specifically designed to kill the largest number of people in the shortest amount of time. That is why we are moving forward with a ban on military-style assault weapons. Okay. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup plus de choses à faire pour renforcer le contrôle des armes à feu et c'est pour ça que nous allons déposer un projet de loi quand le Parlement le permettra pour renforcer nos contrôles à nos frontières, pour prendre d'autres mesures, notamment sur les armes de poing et pour continuer avec le programme de rachat pour les armes militaires de style d'assaut. Mais en même temps, je peux souligner que nous reconnaissons qu'il n'y a aucune place pour des armes qui ont été inventées pour
pour tuer le plus grand nombre de gens dans le plus court laps de temps. Ces armes d'assaut de style militaire n'ont pas leur place au Canada et c'est pour ça qu'on les a bannies. As a follow-up? And yes, sorry. Tomorrow we're going to see a number of provinces, Quebec and Ontario in particular, start reopening their economies. Do you have any thoughts on the measures that have been announced by some of these provinces, especially Quebec, given that we've seen ongoing increases in the number of COVID-19 cases? We all, provinces, territories, and the federal government, agreed on shared principles that we believe in terms of opening gradually, opening carefully, and remaining extremely vigilant as different regions take different measures to restart the economy while keeping people safe. Our focus every step of the way is going to be to support Canadians across the country as we move through these next steps. Different regions will have different measures to bring in at different times, and our job is to make sure we're supporting them as best we can as we go through this carefully and step by step. Okay. Les différentes provinces vont agir différemment. Nous avions tous convenu sur des principes de base, des éléments nécessaires pour une ouverture graduelle en faisant très attention. Notre rôle en tant que gouvernement fédéral, ça va être là pour appuyer les provinces dans les décisions qu'ils vont prendre, pour être là pour aider tous les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays, pendant que leurs différentes régions commencent à prendre des mesures selon leur perspective sur ce qui est approprié en ce moment dans cet endroit-là. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Joël Denis Bellavance, La Presse. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Je vous pose une question sur l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange nord-américain. Il y a les producteurs laitiers qui estiment avoir été floués, induit en erreur en se faisant dire que l'accord entrerait en vigueur le 1er août. Est-ce que c'est le 1er août ou le 1er juillet? On a toujours été très, très clair avec les producteurs laitiers et les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays que nous allions essayer d'affecter l'entrée en vigueur dans la mesure du possible, mais qu'on ne pensait pas pouvoir convaincre les Américains d'attendre pour l'entrée en vigueur dès le 1er août. En ce cas-ci, on voit que l'entrée en vigueur sera le 1er juillet, mais comme j'ai toujours dit, il y aura une compensation pour les producteurs laitiers. C'est un bon accord pour tous les Canadiens, mais on comprend que c'est un accord qui a besoin de faire suite à des compensations pour nos producteurs laitiers. En suivi, M. Bellavance. Okay, merci. Oui, autre question. Est-ce que si jamais la Ligue nationale de hockey reprend ses activités, est-ce que les joueurs de hockey qui pourraient venir de l'Europe, par exemple, et qui n'ont pas le statut de résident permanent, est-ce qu'ils auraient l'occasion de franchir la frontière librement, même si la frontière n'est pas ouverte aux voyageurs non essentiels? Je pense que c'est une question sur laquelle il va falloir se pencher. Certainement, au strict minimum, quiconque arrive d'un autre pays va devoir suivre toutes les règles de quarantaine de façon extrêmement stricte, mais on n'est pas rendu là dans nos discussions avec la LNH encore. On reconnaît que c'est une possibilité, mais ça dépendra d'énormément de choses et je ne veux pas m'avancer sur des hypothèses là-dessus tant qu'il n'y aura pas plus de discussion. Merci. Opérateur, dernière question. Thank you. Merci. Next question, Justin Ling, Freelance. Line open. Good morning, Prime Minister. I want to follow up on Nita's question about this intelligence assessment. The Fox News is reporting that American intelligence is saying there's now a growing consensus amongst major intelligence partners that COVID-19 was actually leaked from the Wuhan government lab. Is that not your position? I mean, if the American government is saying there's a consensus, is it not sort of incumbent on you to clarify Canada's position, given we are a member of the Five Eyes Intelligence Partnership?
We have been cooperating and working with our Five Eyes partners from the very beginning on various intelligence that has come out on this and other subjects. We will continue to work with intelligence agencies around the world, not just the Five Eyes, but friends and partners as well, and look to find answers to the many questions people are asking. But it is still too early to draw firm conclusions, and indeed our focus remains on how we are working to protect Canadians, how we are ensuring that Canadians have our entire focus right now and our entire ability to support them through this time. Follow-up? So when you say that it's too early to draw firm conclusions, is it fair to infer from that Canada has not come to the conclusion that this was sourced from a Chinese lab? And is there any sort of investigation being ordered either by CSIS or CSE to investigate those claims? We continue to work very closely with our partners and allies, and indeed independently on many security issues that are important for Canadians. At this point, we are not drawing any firm conclusions. Marika Walsh with the Globe and Mail. Prime Minister, can you tell us more about the Supply Council? What specifically will it be focusing on, and how long is its mandate? From the very beginning, we've made it an absolute priority to procure the necessary personal protective equipment for our frontline workers in this country. We have managed to work with the provinces on sourcing necessary products from around the world so that we've been able to meet the demand across the country. At the same time, we recognize that it was important to develop our own domestic capacity for PPE, and that is coming online now. At the same time, we recognize that as the economy starts to open in different places in different ways, it is going to be important to have even more personal protective equipment for people working in the private sector in various industries, and that's why we need to do everything we can to ensure we're getting the right procurement. That's why we're moving forward with this Supply Council, and Minister Anand will be at the noon press conference to answer more questions on the Council. And on the reopening and how PPE interplays with that, should Canadians expect to be required to wear masks more frequently as this reopens? We've already seen on airplanes that masks are now required. Where else will we see that happen? I think what specific rules will be in place will depend on the jurisdiction and the region in which people find themselves. We see very different realities right across the country. But certainly social distancing rules will continue to apply, and using masks in situations where it's more difficult to use full social distancing is going to be very important as well, and I'm certain we will be seeing more people using masks. Okay. Les différentes règles qu'on va voir à travers le pays vont être mises en place par les autorités locales, mais c'est certain qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on doit continuer avec la distanciation sociale dans des situations où c'est plus difficile de faire la distanciation sociale, comme les avions, certainement qu'on va voir des gens utiliser de plus en plus de masques. Prime Minister Janet Silver, Global News. Will your government be putting forth any sort of fiscal update this month in terms of new government spending related to COVID-19, and would that include plans to start reducing the deficit? We're going to continue to stay transparent on the investments we're making to help Canadians through this. We knew from the very beginning that one of the best ways to keep people safe and healthy was to give them the capacity to socially distance, to stay home, to isolate, and that meant sending income supports through the Canada Emergency Response Benefit, through the wage subsidy, through loans for small businesses, through many other measures of support for different groups. We know that the best way to stay healthy is to support Canadians while we go through this difficult time. We have been open and transparent about that every step of the way, and we're going to continue to be open and transparent with Canadians about the investments we're making to keep us safe and the investments we'll be making to get our economy going. Our economy was strong before we went into this, and we have tremendous confidence in Canadians' ability to come roaring back as we reopen in a gradual way. And that's why we are confident about the future of the Canadian economy, and we will have, of course, more updates and more to say about that as time moves on.
And with regards to gun control, the grandfather clause of these measures seem to allow owners of these guns to apply to keep them in some sort of fashion. And I'm wondering, is it really a ban if some people can still keep those guns? We know that banning military-style assault weapons was an important step in keeping Canadians safe. That is something that we have done because guns designed to kill the largest amount of people in the smallest amount of time have no place in Canada. We've brought in a 2-year amnesty so that people who've purchased those guns legally will have time to be able to comply with the regulations we've brought in, and the buyback program and legislation that we're going to move forward with at the first opportunity when the House turns its attention to things other than COVID. That means that we are going to keep moving forward on reducing the number of assault weapons in this country. The details on the buyback program, the details on the rules as to what happens at the end of this amnesty period will be worked out in legislation with other parties, with the stakeholders across the country. We're going to take this very, very seriously because we, as Canadians know, are deeply committed to keeping people safe and strengthening gun control in this country. Prime Minister Rachel Haynes from CTV National News. Following up on the gun question, the day that you announced the gun ban during your election campaign, you first toured around the Danforth where a shooting had happened by a handgun. We know that almost 60% of all firearm-related deaths in Canada use a handgun. You keep saying that there's no place for military-style weapons in Canada, but why is there still a place for handguns in Canada? And what evidence is there that shows that banning the guns that you chose will actually curb gun violence here? We've seen far too many mass shootings in which military-style assault weapons were used to kill innocent Canadians. In Sainte-Foy, recently in Nova Scotia, back at École Polytechnique 30 years ago. We've seen far too many cases in which these guns have caused devastation to families and communities, and that's why it was time to ban them. This is something that we were able to do through regulation, so it didn't require legislation. But new measures that we intend to bring in on allowing cities the ability to restrict handgun use and handgun ownership are going to be brought in as we work on legislation, as the House turns itself to measures other than COVID-19. And we know there is going to be broad support across political parties to do just that. Okay. Nous avons pris des mesures concrètes maintenant pour limiter l'accès à des armes d'assaut de style militaire parce qu'il y a eu beaucoup trop de tueries, beaucoup trop d'innocents perdus à cause de ces armes à feu depuis 30 ans au Canada. Il était grandement temps d'agir là-dessus. Mais il y a plus à faire et c'est pour ça que de donner aux villes la permission et la capacité de bannir les armes de poing dans les mois et les années à venir va être important. Donc, on va travailler sur un projet de loi là-dessus, justement avec les partis qui sont d'accord avec nous et avec tous les différents groupes qui veulent voir plus de contrôle d'armes à feu dans ce pays. Good morning, Prime Minister. Ashley Burke, CBC News. I'm hoping you can tell us about the Spartan Cube test setback. There are provinces, including Quebec, that have purchased these. They're set to reopen starting tomorrow. What concerns do you have, or what does this mean moving forward if there are provinces that are relying on this to ramp up their testing to reopen? We've said from the very beginning that in this unprecedented crisis, we needed to move very, very quickly. We moved quickly on economic measures, but we've also accelerated the testing, the approval, the processes by which we can get potentially life-saving measures out there to Canadians. But when we do that quickly, there are going to be new facts that come in and situations that evolve that will require shifts in our postures. That is why we're being as nimble as we possibly can to respond to what's working, to what perhaps isn't working as well as we had hoped it would, and we will always need to adjust every step of the way as new information comes in on a daily basis through this pandemic, through this crisis. Similarly, provinces will have to adjust to new realities and adjust to successes and challenges as they come up. We know that one of the things that Canadians expect us to do is react quickly as new information comes in and new understanding gets gleaned, and that's exactly what we'll do.
on a su dès le début qu'il fallait qu'on agisse rapidement dans cette crise, dans cette urgence, pour assurer qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour protéger les Canadiens. Et c'est exactement ce qu'on a fait en investissant, en regardant des nouvelles façons de traiter, de sauver des vies. Mais quand on fait ça rapidement, on apprend aussi rapidement différents niveaux de succès ou de défis associés à certains processus, certains équipements, et donc on continue de réagir et de répondre. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent, et dans les provinces, les gens vont devoir regarder cette nouvelle information et décider si ça change leur approche, si ça change leur posture. Je pense que les Canadiens s'attendent pas à ce que tout ce qu'on dit soit parfait pour les mois à venir. Ils s'attendent à ce qu'on ajuste le tir quand nécessaire, et c'est ce qu'on est en train de faire. Bonjour, Philippe Vincent Fauté de Radio-Canada. Une question concrète pour vous encore. Est-ce qu'on a assez de tests de dépistage, notamment avec ce qu'on apprend sur Spartan, pour rouvrir l'économie québécoise, pour rouvrir l'économie de la Saskatchewan? Est-ce qu'on en a assez? Ça, c'est des décisions que devront prendre les gouvernements régionaux, les gouvernements provinciaux et territoriaux. Notre responsabilité en tant que gouvernement fédéral, c'est d'être là pour appuyer les provinces, pour trouver des solutions pour faire plus de dépistage, pour aider à fournir les produits chimiques et l'équipement nécessaire pour assurer leur niveau de dépistage qui détermine comme étant nécessaire. Notre rôle est d'appuyer les provinces dans les décisions qu'ils font et c'est aux provinces justement de voir s'il y a des nouvelles informations qui veulent dire qu'ils peuvent aller plus vite ou s'ils devraient freiner un petit peu. C'est à eux de le faire, c'est à nous d'être là pour les aider dans leurs décisions. I think one of the things we need to understand is it is to the provinces to determine what is the right step for them, given the tools they have, given the profile of the disease that they're facing. Our job as a federal government is to be there to help provide them with the equipment they need, the support they need as they make the right determination in their region, in their territory, in their province. We know that there are very different situations right across the country, and the federal government needs to be there to support the provinces in the different approaches and strategies that they take. Donc, vous ne dites pas clairement, oui, on a assez de tests pour ouvrir l'économie. Est-ce que vous comprenez donc qu'il y a des gens qui puissent être inquiets et ces gens-là vont se demander si jamais on a une deuxième vague qui arrive au cours des prochaines semaines alors qu'on ouvre l'économie, le fédéral, est-ce qu'il peut prendre le contrôle et dire là, c'est assez, on referme tout? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire? Ma responsabilité, c'est de travailler avec les provinces pour qu'eux, ils me disent, nous avons besoin d'avoir ce niveau de dépistage. Est-ce que le fédéral, vous pouvez nous aider à atteindre ce niveau-là? Et oui, notre rôle et notre responsabilité, ça va être d'aider les provinces à atteindre ces cibles-là. Nous répondons aux demandes, aux réalités qu'eux, ils voient sur le terrain. Notre rôle est là de chapeauter les efforts à travers le pays, mais de respecter ce que les provinces sont en train de faire pour réagir. Et si jamais une province commence à rouvrir et voit que malheureusement il y a une remontée ou une explosion de cas, ce serait à la province de réagir. Et je sais que les habitants de cette province vont certainement souligner qu'ils veulent voir une approche différente. Et nous allons être là pour accompagner les décisions qui vont être les bonnes pour les Canadiens. I think one of the things that we need to know is that as provinces move forward, it is possible that we will see a rise in cases in different areas, and the provinces will have to respond with measures either specific to that area or broader measures. And every step of the way, the federal government will be there to support and be part of the solution as we keep Canadians safe. But I can certainly tell you that after having spent weeks in isolation, many Canadians will be very, very alert to any signs that we might be entering a second wave, and will be demanding that their leaders respond to keep them safe. Merci beaucoup tout le monde. Merci, c'est ce qui m'a fait la conférence de presse aujourd'hui.